Je suis Vincent Chabot, je suis enseignant-chercheur en sociologie au CERLIS depuis 2011 et j'ai soutenu une thèse en 2008 sur l'histoire de la Fnac et la sociologie des vendeurs de livres. Et depuis, j'ai mené toute une série de recherches sur le commerce du livre en croisant les enseignements de la sociologie du travail et de la consommation. Je me suis beaucoup intéressé aux plateformes pour le livre neuf et aux plateformes aussi pour le livre d'occasion. Voilà, c'est la vaste enquête que j'ai pu achever ces derniers mois, une vaste enquête sur le marché du livre d'occasion, la façon dont il s'est structuré et les dynamiques qu'il traverse. Cette enquête sur le marché d'occasion, c'est finalement une ethnographie d'un marché concret que j'ai conduit sur plusieurs années. J'ai voulu examiner évidemment les consommations de livres d'occasion, la façon dont les individus achetaient des livres d'occasion, la régularité, le contenu également de leurs achats. Mais j'ai avant tout cherché aussi à m'intéresser aux acteurs de l'offre. Donc j'ai conduit des entretiens, un certain nombre d'entretiens auprès de libraires indépendants, des bouquinistes. J'ai interrogé aussi des cadres, des plateformes, des particuliers qui revendent des livres sur le Bon Coin. Soit ils revendent leur bibliothèque privée, leur bibliothèque personnelle, mais aussi des ouvrages glanés dans les rues de Paris. Et puis, je me suis assez intéressé à des nouvelles structures qui ont fait leur entrée sur le marché du livre d'occasion, des acteurs, principalement des acteurs de l'économie sociale, solidaire et environnementale, des employés d'insertion qui, dans les entrepôts, préparent des commandes pour des clients qui ont acheté ça sur des marketplaces, sur Amazon ou sur Price Minister. J'ai mené une quarantaine d'entretiens enregistrés, parfois répétés avec la même personne. Et puis j'ai conduit aussi des séries d'observations dans des lieux stratégiques du marché du livre d'occasion. Le marché Georges Brassens, dans le 15e arrondissement de Paris, un marché composé à la fois de livres anciens et de livres d'occasion. Une salle des ventes à la Goutte d'Or, Drouot au Nord, qui est beaucoup moins connue et beaucoup moins prestigieuse que celle du 9e arrondissement, où finalement des libraires indépendants viennent s'approvisionner en rachetant des manettes de livres. Et également, j'ai conduit des observations au service de rachat de l'occasion de Giberjeune, place Saint-Michel à Paris. En explorant comme ça sur plusieurs années le marché du livre d'occasion, j'ai cherché à examiner le fonctionnement des acteurs de l'offre, les règles aussi qui traversent ce marché et surtout les bouleversements dus à la transition numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle un peu la plateformisation du marché, énormément de transactions aujourd'hui se conduisent sur les plateformes. De mon point de vue, c'est un marché qui s'est étendu. Aujourd'hui, que ce soit pour acheter des livres ou pour les revendre, les plateformes ont démocratisé les usages marchands en levant un certain nombre de difficultés qui existaient auparavant et qui sont aujourd'hui plus surmontables. La plateformisation, elle a également occasionné l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché. Donc je parlais des particuliers, effectivement, qui revendent leurs livres sur le Bon Coin. Ça reste évidemment des transactions qui sont minoritaires, mais on les voit, elles sont de plus en plus visibles. On a aussi des anciens acteurs du livre d'occasion comme Emmaüs qui se modernisent et qui aujourd'hui sont visibles et sont présents, investissent les plateformes, parfois même Amazon. Et également des nouveaux acteurs comme Recycle Livre, par exemple, des entreprises qui s'engagent sur ce marché en collectant des dons et en les revendant sur les plateformes. Une grande partie de ces nouveaux acteurs adoptent des règles, des pratiques de travail assez nouvelles, assez innovantes, en bénéficiant notamment des outils numériques assez rationnels pour trier les livres qu'ils reçoivent ou qu'ils rachètent et les revendre à un prix défiant toute concurrence. Et ce que j'ai pu voir, c'est qu'effectivement, cette traque tarifaire due aux algorithmes, en raison de l'usage des algorithmes, aujourd'hui conduit les libraires indépendants, les libraires traditionnels ou les bouquinistes qui sont anciens sur ce marché-là, à devoir réduire leurs prix et réduire leurs marges. Il y a une libraire lyonnaise qui me disait finalement on a été les premiers à avoir été ubérisés et j'ai trouvé que ce commentaire était assez intéressant puisqu'il révélait effectivement qu'aujourd'hui des particuliers étaient enrôlés par les plateformes et par des grands opérateurs comme Gibert, comme Momox, comme Amazon, comme Le Bon Coin à revendre leurs propres livres, concurrençant ainsi les acteurs traditionnels. Alors parallèlement à cette enquête, j'ai aussi rédigé un ouvrage qui vient de paraître chez Gallimard, Éloge du magasin contre l'amazonisation. Finalement, la librairie en France a été la première à avoir été exposée à la concurrence d'Amazon, à la concurrence des plateformes depuis 2000 en France.
À partir du cas de la librairie, j'ai voulu produire une réflexion sociologique, une contribution sociologique à ce débat sur l'avenir des magasins en général et plus seulement de la librairie, en restituant, en examinant le lien assez fort que les consommateurs entretiennent avec le magasin et les fonctions sociales qu'il remplit au-delà de l'approvisionnement. Alors c'est un essai, c'est-à-dire que j'ai fait quelques enquêtes pour ce livre-là, notamment sur les relais colis ou sur le commerce de stations balnéaires ou sur la librairie. Il y a un chapitre sur la librairie. Mais j'ai aussi utilisé un certain nombre d'enquêtes de terrain réalisées par d'autres chercheurs. Et mon ambition dans cet essai, c'était effectivement d'apporter une contribution sociologique à ce débat en montrant que le magasin n'est pas seulement un lieu d'approvisionnement, mais qu'il finalement contribue aussi, enfin remplit un rôle assez important dans l'existence des individus. Qu'est-ce que les consommateurs viennent y chercher que les plateformes ne peuvent lui apporter? Une relation, une aération, des normes de consommation, la connaissance d'un style de vie. Et puis, c'est aussi le magasin, il fournit une réponse aux besoins d'appartenance, aux besoins de distinction. Il sert de cadre à la construction identitaire des individus. Il y a deux raisons qui m'ont poussé à écrire ce livre. La première, c'est effectivement voilà, produire une connaissance, une contribution sociologique au débat sur l'avenir des commerces, sur la transformation des réseaux de commercialisation, sur la plateformisation de la consommation. Et puis il y a une deuxième raison plus intellectuelle peut-être, c'est que le magasin, par les sociologues, par les chercheurs en sciences sociales, a été peu enquêté, parfois même maîtrisé, je prends l'exemple des centres commerciaux, alors même qu'il s'y structure des comportements. C'est pas seulement le magasin un lieu d'écoulement de la production capitaliste, c'est pas seulement un lieu de manipulation, ça Baudrillard avait décrit le centre Parly 2 en 1969 et ces descriptions sont effectivement tout à fait admirables. Mais ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'il est aussi un lieu, et j'ai voulu insister là-dessus, où il s'y déroule une vie subtile, une vie sociale et des processus sociaux qui méritent d'être examinés. La littérature contemporaine, que ce soit chez Annie Ernaux, ou chez Michel Houellebecq, ou chez Faiza Guène, en fait, ont déjà examiné les fonctions sociales du magasin, un peu avant les sociologues, finalement. Chez Annie Ernaux, il y a, par exemple, le livre qu'elle a rédigé sur son hypermarché. Elle s'approprie son hypermarché Auchan aux Trois Fontaines à Cergy-Pontoise, et elle montre bien cette ambivalence qui m'intéresse, moi aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, l'hypermarché est un lieu de consommation de masse, bien entendu, un lieu de manipulation, on est là pour vous faire acheter, mais voilà, il s'y déroule une vie assez intéressante qu'elle a admirablement bien décrite dans son petit livre. Quand on voit un peu la succession des révolutions commerciales, le grand magasin qui remplace chez Zola la boutique de nouveautés, les hypermarchés, les supermarchés des 30 Glorieuses qui effectivement concurrencent le commerce indépendant, le commerce de centre-ville. Aujourd'hui, le e-commerce qui, depuis les années 2000 environ, concurrence là aussi les magasins dits physiques, on voit effectivement qu'il n'y a pas de substitution. Et aujourd'hui, ce que je vois apparaître, ce que je sens apparaître en tout cas, c'est une prise de conscience des consommateurs par rapport effectivement au capitalisme prédateur que représente Amazon et d'autres plateformes. Je pense qu'aujourd'hui, l'information du consommateur, auquel j'essaye de contribuer finalement, l'information du citoyen sur, par exemple, les conduites fiscales d'Amazon, sur les conduites en matière de ressources humaines, les conduites en matière d'environnement aussi que leurs transactions produisent, je pense qu'on va peut-être arriver à sortir de la contradiction suivante entre d'un côté se satisfaire d'une livraison individuelle à domicile que permet Amazon, effectivement c'est pratique, mais en même temps on déplore collectivement la dévitalisation des centres-villes ou la fin des magasins dans certains quartiers. Et je pense qu'aujourd'hui la connaissance du consommateur, son information, sa prise de conscience vont faire évoluer les choses et peut-être dans le bon sens. On a laissé les affaires.